À 12h55, on va rejoindre notre chroniqueur économique, professeur au George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal, Monsieur Vincent Geloso. Vous êtes salué. Comment ça va? Comment ça va, toi? Ça va. Quand je fais mon show, je vais moins bien que... Faudrait que tu m'appelles un soir. Pendant que je prends une bière et j'écoute une game de football. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Ça dépend qu'est-ce que tu fais quand je t'appelle. Exactement. Mais là, quand je parle d'actualité québécoise, des fois, je pogne des petits dents. Mais j'ai quand même de l'énergie. Je suis en forme. Tu devrais pas. Écoute, ça vaut pas de la peine de se faire du mauvais sang sur la politique. Oh, c'est politique et autres, mais économie, beaucoup. Ça, c'est plus inquiétant pour moi. La politique, c'est tel que tel. L'économie, à un moment donné, je pense que l'économie est à la base de notre bonheur, à la base de notre liberté. Puis on va revenir à ton sujet principal qui est très bon, mais juste avant, là, jeté dans mes oreilles, je m'en voudrais de pas te faire commenter cette nouvelle, ce nouveau chapitre dans un livre interminable qui s'appelle Nordvolt au Québec. On a appris encore sous la plume de Thomas Gerbet que finalement, on a eu de la pression et Québec céderait ses garanties financières pour sauver Nordvolt. Pour vrai, là, dans cette histoire-là, je pensais jamais dire ça, mais le gouvernement fédéral a vraiment l'air d'une gang de wise. Écoute, je pense que, commençons avec la chose. Ça me dérange jamais de taper sur un cheval mort. Mais il faut aussi se rappeler que ça fait à peine 1 an que cette histoire-là est annoncée. Là. Ça fait 1 an et ça a été une débâcle incroyable en l'espace d'un si court laps de temps. Même si on avait toutes les raisons de croire que ça allait être un flop à toute fin pratique, parce qu'il y en a eu une litanie dans le passé que le gouvernement provincial a fait. J'ai jamais vu un soap opera, comme diraient les Anglais, aussi rapide, aussi vite, aussi époustouflant. Maintenant, à quatre au gouvernement fédéral, si on a l'air d'être sage, je pense que, comme je le dis souvent, une horloge brisée a raison 2 fois par jour. Ouais, mais ça arrive occasionnellement de l'avoir. Mais ils ont quand même pris la peine de dire, regarde, si vous faites pas une scène, on met pas une scène. C'est un peu ça, là, je résume au plus bas, là, mais tu comprends que jusqu'à maintenant, fédéral, 0, gouvernement du Québec, on doit être rendu à 400-500 millions. Là. Oui, mais écoute, je suis prêt à te donner du crédit d'avoir mis une idée de conditions sur cette chose-là, mais je trouve pas que c'est quelque chose qu'on devrait tant féliciter que ça, dans la mesure que c'est du common sense, si tu veux, c'est du gros bon sens de dire, si on est pour mettre autant de l'argent des contribuables, il doit y avoir des préconditions qui doivent être remplies avant qu'on envoie quoi que ce soit. Puis ça, c'est comme la barre minimale. Là. C'est même pas une barre de selon les résultats, selon la performance, c'est vraiment la barre minimale. Ce qui est plus parlant, c'est le fait que le gouvernement provincial l'a échoué cette barre minimale-là. Oui. Non, mais dans le fond, tu tasses le tableau de graphique d'évaluation. Là, tu me dis, finalement, le fédéral est normal. C'est le gouvernement du Québec qui a été économiquement idiot. Là. Non, le gouvernement fait pire que ça. Écoute, oui, dans un sens, je déplace le carnet d'évaluation, mais c'est un peu comme si le gouvernement fédéral avait passé un examen dans mes cours avec mes étudiants avec 50% plus 1. Oui. Puis ils ont la note, c'est juste en bas de tu vas avoir un F, mais t'as comme un D-. Puis le gouvernement du Québec, il est juste à la marge là, de dire, écoute, t'aurais pu faire pire, mais on va te donner, tu sais, t'as passé sur la peau du cul. Le gouvernement provincial a décidé, c'est quoi, je n'ai même pas pointé pour l'examen. C'est ça, ils sont même pas allés au cours. C'est la meilleure analogie que je peux imaginer, parce que si tu regardes tout l'historique des politiques industrielles et la littérature qui se fait présentement en économie sur ce sujet-là, c'est très rare qu'il n'y ait pas des conditions qui sont établies, qui sont des conditions de pré-investissement, je sais pas comment mieux le dire ça, mais que certains efforts doivent être faits pour que la personne qui reçoit l'aide de l'État ait du skin in the game. Puis présentement, le gouvernement provincial a dit non, c'est pas grave. Mais comment ça se peut? Parce que on nous a quand même présenté la CAQ depuis 2 mandats comme un gouvernement de comptables puis de banquiers. Puis comment des gens qui sont censés avoir travaillé en économie peuvent être passés à côté de la cible à ce point-là? C'est quand même fascinant là, à quel point la machine peut modifier des schémas de pensée. Je ne sais pas comment ça s'opère, mais c'est de la magie. Écoute, quand quelqu'un investit énormément de ressources pour essayer de dire qu'il est compétent à quelque chose, c'est généralement
probablement un jeu d'illusion. Si tu es vraiment compétent, tu n'as pas super besoin de le dire. Tu vas le faire. C'est pas mal ça. Ouais. Tes actions vont parler assez fort tout seul. Je veux tomber dans ton sujet et moi, je trouve que c'est un constat, encore une fois, c'est triste pour le Québec. En même temps, on n'arrête pas de le dire et on n'arrête pas de le penser. En tout cas, pour ceux qui ne le pensent pas, vous devriez peut-être réviser là, vos lectures économiques. Puis si vous lisez juste des choses très, 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 très à gauche, à la limite du communisme, des fois, un petit livre là, plus vers le libertarisme, vers la droite, des fois pour balancer, ça peut faire du bien. Vous avez sorti, je vais dire le bon terme, là, un cahier de recherche, un document de l'Institut économique de Montréal préparé par toi-même et un autre individu, Gabriel Giguère, analyste senior à l'IEDM, sur la liberté économique et la mobilité de revenus. Et là, vous avez fait une comparaison nationale. Et évidemment, personne n'est surpris. On est dernier, on n'est pas bon. Maintenant, juste prendre le temps d'expliquer les termes de ce que c'est la liberté économique et la mobilité de revenus. OK, commençons avec la mobilité de revenus. La mobilité de revenus, en gros, ce que c'est qu'on veut savoir, est-ce que toi, tu es capable de te hisser au-dessus du niveau de tes parents. Donc, est-ce que ton revenu est capable d'augmenter? Donc, si tes parents, disons, faisaient 40 000 à 40 ans, toi, est-ce que tu fais 80 ou est-ce que tu fais 30 000? Par toi-même. Ouais, c'est ça, pas d'héritage, rien par ta propre volonté. Exactement. Si tu es capable de grimper dans l'échelle de revenus. Et non seulement ça, mais on veut savoir aussi, pas juste si tu dépasses tes parents, mais est-ce que si tu es né, disons, dans le plus pauvre 10 % de la population, est-ce que tu es capable, quand tu deviens adulte, d'être dans le top 10 % et est-ce que quelqu'un dans le top 10 % peut tomber dans le bas 10 % donc que ton statut social ne soit pas hérité de génération en génération. C'est ça la mobilité. C'est un peu genre le calcul d'accès au rêve américain. C'est un peu ça, là, de savoir est-ce que tu peux partir de rien, nada, et réussir. Je pense que c'est une bonne analogie. L'idée, ce qu'on veut voir, c'est ici, quand tu parles de ça, en gros, c'est d'essayer de comprendre toutes les dimensions de le rêve américain, l'idée que tu es capable de passer de pauvreté abjecte à richesse extrême et que c'est pas parce que tu es riche que tu vas toujours être riche, que la fortune est le résultat des efforts que tu fais, mais aussi de la valeur que tu fournis aux autres et donc que tu peux te hisser. Donc, il n'y a pas un fatalisme à où est-ce que tu es né. Et la liberté économique, ça, on a une idée, mais je te laisse expliquer. Liberté économique, c'est l'idée que est-ce que tu es capable de partir ton entreprise? Est-ce que tu es capable de faire des investissements dans tes talents à toi? Donc, par exemple, acquérir une formation particulière pour occuper un certain métier. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce qu'il y a des barrières qui t'empêchent de faire ça? Est-ce qu'il y a des taxes qui te sont mis qui découragent l'effort? Est-ce qu'il y a des réglementations ou des tarifs qui font en sorte que ça décourage la formation d'entreprise? Tu veux prendre vraiment toutes les politiques publiques qui permettent aux gens de se hisser par eux-mêmes le long de l'échelle de revenus. Là, tu m'as nommé beaucoup d'obstructions gouvernementales, mais est-ce que là-dedans, tu inclus aussi les bonifications gouvernementales, les subventions, les prêts et bourses, les ci et ça? C'est-à-dire que ça peut des fois aussi jouer dans le sens où ça débalance les chances, parce que pas tout le monde qui a accès aux mêmes subventions. Est-ce qu'on inclut toute la part du gouvernement là, dans le calcul? Oui, en fait, dans mes études, parce que là, ce qu'on fait, c'est un résumé dans les trucs de l'Institut économique de Montréal. On fait un résumé d'une littérature d'articles scientifiques et on peut décomposer entre les différentes choses que les gouvernements font, réglementation, taxation, mais aussi dépenses publiques. Généralement, les dépenses publiques peuvent être tant un négatif qu'un positif. Négatif parce que si tu subventionnes, par exemple, Nordvolt, pour revenir à notre exemple de tantôt, tu es en train de privilégier des gens qui sont déjà pas mal privilégiés. Mais en même temps, si tu dépenses pour des prêts et bourses pour les étudiants ou de l'éducation universelle, là, ça a probablement un effet positif en termes de mobilité sociale. Donc, la dépense publique peut aller d'un bord ou de l'autre, alors que d'autres choses comme la réglementation ou une taxation trop lourde vont généralement dans la même direction. Donc, les deux notions économiques, la liberté économique et la mobilité sont reliées. Un se calcule un peu avec l'autre. Oui, effectivement, les deux vont ensemble. Et en fait, ce qu'on résume dans l'étude, c'est que si tu regardes
le palmarès des provinces canadiennes, juste sans faire de tests statistiques, tu peux déjà voir la relation. Le Québec, avec les provinces maritimes, a le plus faible niveau de mobilité sociale au Canada. C'est aussi le Québec, avec les provinces maritimes, qui a le plus bas niveau de liberté économique de toutes les provinces au Canada. Donc, tu vois qu'il y a une sorte de relation. Puis quand on essaie de la tester plus formellement, ben là, tu vois qu'il y a vraiment une relation très, très régulière entre liberté économique et mobilité sociale. Le meilleur exemple qu'on a, c'est pas la première fois que j'en parle, quand, par exemple, l'Alberta, dans les années 90, a fait des réformes très importantes au titre des dépenses publiques, au titre des politiques économiques, au titre de la réglementation, l'effet qu'il y a eu, c'est que l'Alberta a eu une augmentation significative de la mobilité sociale relativement aux autres provinces. Donc, il y a eu des grands gains de mobilité sociale au Canada, en Alberta, relativement au reste du Canada, à cause des réformes, justement. Donc, on a même de l'évidence, pas juste d'association, mais causale. De cause à effet, on peut dire que si tu augmentes les politiques économiques qui sont pro-marché, tu vas augmenter la mobilité sociale. Ben, la mobilité de revenus. Je vois le temps avancer, puis j'aimerais qu'on aille à vos recommandations, qui seront sûrement pas écoutées, évidemment, parce que tout ce que vous recommandez va à l'encontre ou à peu près frontalement du modèle québécois. Mais quand même, tu sais, mettre en place un comité d'examen de dépenses dans le but de réduire de façon importante les dépenses publiques en réduisant les effectifs du secteur public. Ça, on se fait promettre ça à peu près à chaque élection. Et c'est jamais fait. Il n'y a pas encore, j'en parlais hier avec notre chroniqueuse Annie Trudel, il n'y a pas de directeur du budget, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas. Et surtout, il n'y a jamais de responsable. T'sais, on peut faire des déficits ici de 11 milliards. D'ailleurs, il y aura une mise à jour économique là, dans quelques semaines. Probablement que le 11 va se transformer en 13, 14 milliards. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Tu sais, vos recommandations, tu es conscient que vous mettez ça, mais que c'est du vent. Là, je veux dire, personne ne va ramasser ça. Là. Ben, écoute, je te dirais que celle des dépenses publiques, c'est celle qui est probablement la plus difficile de penser que ça peut se passer, même si sous le gouvernement, par exemple, de Philippe Couillard, il y a eu des efforts sérieux de contrôle et de discipline fiscale. Mais la plus importante, puis celle-là, je pense que parce que c'est mentionné de plus en plus, c'est la crise du logement. La chose qu'il faut comprendre, c'est que si t'es né à une mauvaise place, parce que c'est important de comprendre qu'il y a des endroits qui ont juste moins d'opportunités économiques que d'autres. Ouais. Et il y en a qui en ont beaucoup plus que d'autres. Ben, ce que tu veux faire, c'est que les places qui ont des opportunités, tu veux qu'elles soient accessibles. Mais pour qu'elles soient accessibles, l'offre de logement doit pouvoir s'ajuster. Et ça veut dire dans des villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, il faut que tu t'assures que c'est possible de construire, c'est possible d'ajouter des unités. Et ça, on le voit présentement au Québec, il y a un discours qui met de l'avant l'importance d'assouplir les réglementations qui minimisent la capacité d'augmenter l'offre de logement dans ces grandes villes, qui sont des hubs d'opportunités socio-économiques. Et donc, c'est probablement de toutes les mesures que nous, on défend, je te dirais que celle qui est proche de mon cœur, c'est celle de dire il faut rendre le logement plus facile à construire. Ouais. Il faut pouvoir augmenter le parc immobilier. Et il y en a des gens là, qui disent ça. Là. Je comprends que la mairesse de Montréal, qui a été aptement décrite par un chef de parti fédéral en titre de sa politique de politique immobilière, je sais qu'elle ne veut pas écouter, mais il y a quand même une multitude de gens à Montréal qui disent ce discours. Et je pense que c'est le temps qu'on en parle davantage et qu'on explique l'importance de ça pour que ça devienne un sujet quasiment consensuel, qu'il faut que ça devienne plus facile de construire. Mais c'est qu'on s'est mis l'État au centre toujours de toutes nos décisions, de tous nos endroits où il y a le moindrement de prise de décision. C'est l'État, mais je sais même pas comment on fait encore je sais pas qui défend et pourquoi et comment on défend encore. Moi, du moment où quelqu'un me dit à Montréal, ça me prend 4-5 ans avoir un permis de construction, je sais pas ce que vous faites, mais c'est pas bon. Tu sais, je veux dire, là, on défend ça. Qui défend ça? Moi, il y a des affaires que vous écrivez dans vos recommandations, c'est des évidences. Je sais pas pourquoi on fait pas ça. Écoute, tu sais, le zonage, là, juste le zonage, on parle de zonage. Automatiquement, je dis ça, là, il y a probablement des auditeurs ou des gens qui disent « Ah, ils veulent détruire les terres agricoles ». Tu sais, alors que c'est pas ça le point. Le zonage, c'est bien plus complexe que agricole ou pas. Là. Oui, il y a plus que ça. Là. Ben, d'ailleurs, les gens peuvent nous dire le zonage agricole au Québec est beaucoup trop restrictif.
Il faut quand même le souligner. En fait, il nuit particulièrement aux agriculteurs qui ne peuvent pas utiliser leur terre comme ils veulent et donc de la rendre de la redéployer à des fins d'habitation, même si la demande est plus élevée. Donc, en fait, on nuit aux gens qui possèdent des terres agricoles en proximité des grandes villes. Donc, je pense que oui, je suis prêt à le dire et à assumer tout le flack qui vient avec. Mais la réglementation sur la construction, c'est pas juste là, le zonage. Non. C'est la manière dont tu dois construire. C'est la manière dont tu dois les restrictions sur l'usage du terrain qui vont au-delà du zonage, comme par exemple, je peux juste construire un certain nombre de pieds carrés habitables dépendant de la taille du lot dans lequel je suis. Il faut que j'aille, là, on a la règle à Montréal du 20% de logements sociaux. Donc, tu dois avoir une certaine composition. Toutes ces réglementations-là sont beaucoup plus problématiques que ce qu'on réalise. Probablement la pire qu'on a au Québec, en général, là, pas juste pour le Québec, mais une type de réglementation, c'est les restrictions sur le nombre de parking minimum qu'un commerce doit offrir. Et le résultat de ça, c'est que tu as beaucoup d'espaces morts dans les villes et c'est la ville qui les demande. Maintenant, pourquoi est-ce que ça se fait pas? Parce qu'on n'en parle pas assez. Il faut qu'on commence à en parler de la dédale administrative, la manière kafkaesque qu'on est en train de rendre tout effort de pouvoir approuver un nouveau bâtiment, un nouvel type d'unité de logement. Il faut commencer à en parler explicitement et de dire que le coût de ça, puis ça revient au cahier, c'est qu'on perd le bienfait de rendre les places qui ont le plus d'opportunités socio-économiques, les villes, on les rend inaccessibles. Et on défait un peu, tu sais, on se dit ici, on se fait croire qu'on est un pays capitaliste, mais tout ce que tu viens de m'expliquer fait en sorte que c'est un capitaliste particulier. C'est un capitaliste où le gouvernement joue avec les règles, met ses grosses pattes, vient chercher de l'argent. C'est du détournement de capitalisme, un peu. Écoute, je vais être un peu cruel dans le propos que je vais tenir, mais la plupart des gens qui disent des choses quand ils parlent du mot capitaliste, qu'ils ont ça dans leur tête, ce qu'ils ont en tête, c'est en fait ce que tu pourrais appeler du capitalisme de copinage. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des relations avec l'État et qui essayent d'influencer les règles pour les avantager eux. Quand moi, je dis le mot capitalisme, ce que j'ai en tête, c'est un marché où l'État ne fait pas de favoris. L'État ne dit pas comment il faut faire certaines choses et l'État n'intervient que dans la mesure des choses qui sont de son domaine, donc justice, police, protection des droits de propriété, un minimum d'éducation. Mais pas de se dire, mais maintenant, il faut qu'on commence à réglementer la taille minimum des terrains. Ouais, que dans cette place-là, tu peux juste construire de l'unifamilial. C'est plus du tout du domaine des limites de l'État et du marché. Ça, c'est l'État qui se met à intervenir dans le marché. Et ce qui se fait généralement, il faut le dire, c'est pour privilégier des gens qui ont un avantage, d'où le terme que je te disais, le capitalisme de copinage, celui que pas mal tous les politiciens à l'Assemblée nationale défendent d'une manière ou d'une autre, qui est le plus commun des dénominateurs de tous les discours politiques. Plus souvent qu'autrement, c'est ça qu'ils avaient dans la tête. Et en fait, je pense que de toutes les personnes, puis je vais être encore plus cruel maintenant, mais le plus grand capitalisme de copinage que j'ai jamais vu, c'était le gouvernement avec M. Fitzgibbon, quand il était ministre de l'Économie. C'était la définition textbook manuelle de ce qu'est le capitalisme de copinage. C'est une bonne finale, ça. Merci, Vincent. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Bonne discussion. Bonne semaine. On se parle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, bye. Vincent Geloso.